Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur puisque j'ai décidé de vous présenter mon manga préféré, c'est-à-dire Nana de Ayazawa. Alors en fait pendant le confinement j'ai eu une envie de relire les 21 tomes de cette saga et donc en un mois et demi, quelque chose comme ça, accompagné de mes autres lectures à côté, j'ai relu l'entièreté des 21 volumes et j'avais très envie de vous les présenter et de revenir avec vous sur cette saga. Nana, c'est un manga qui est sorti le 15 mai 2000. Il a été prépublié dans le magazine Cookie et c'est un shoujo. Alors qu'est-ce qu'un shoujo? En fait, ça fait partie d'une des trois principales catégories, le genre on va dire de manga. C'est vrai que quand vous allez dans les librairies, souvent vous avez des petites étiquettes sur les étagères qui vous indiquent le genre shoujo, shonen, etc. Donc le shoujo, littéralement, c'est bande dessinée de filles. Alors c'est vrai que moi j'aime pas trop qu'on classe par rapport au genre du lecteur, mais c'est comme ça. En fait, c'est des mangas qui sont destinés à des adolescents, jeunes adultes et qui sont considérés pour un public féminin par rapport au thème qu'ils abordent. Donc au niveau de la mangaka, donc Ayazawa, elle est née en 1967 à Osaka et elle a commencé à publier son premier manga dans les années 80 et elle a connu un succès international grâce à ce manga Nana pour lequel elle a également reçu un prix. Elle a également fait des études dans une école de mode, ce qui explique en fait le soin particulier apporté aux vêtements dans ces mangas. Au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre deux jeunes filles qui s'appellent toutes les deux Nana. On va suivre Nana Ozaki et Nana Komatsu. Alors je suis désolée si je prononce très mal, que ce soit le nom de l'auteur ou le nom des personnages. Je suis désolée, je n'ai pas fait de japonais, je le prononce sans doute mal, mais au moins vous savez de qui je parle. Donc Nana Komatsu, elle, c'est une fille qui est au milieu d'une fratrie de 3 filles. Et c'est la fille qui tombe amoureuse 50 fois par jour. Il suffit qu'un homme soit gentil avec elle, lui apporte de l'attention ou juste soit beau à ses yeux, elle en est tout de suite amoureuse. Malheureusement, ces histoires d'amour, elles sont plutôt compliquées, soit parce qu'elle tombe amoureuse de la mauvaise personne, soit parce qu'elle a un côté un petit peu pourri gâté, ou pour d'autres raisons, ce qui fait qu'elle n'est pas forcément très heureuse en amour. Elle va décider en fait de monter à Tokyo pour aller suivre son copain de l'époque qui est là-bas depuis 1 an avec sa meilleure amie, pour faire des études d'art. On suit donc l'autre Nana, donc Nana Osaki, qui elle a été abandonnée par sa mère quand elle était jeune et qui est maintenant élevée par sa grand-mère. Au moment de l'histoire, en fait sa grand-mère est décédée, donc elle est totalement libre de toute autorité parentale. Elle a un style très particulier, donc elle a un style punk, elle donne l'air d'être une fille qui sait ce qu'elle veut, un petit côté rebelle, et elle vit que pour la musique. Elle est chanteuse dans un groupe qu'elle a monté dans sa ville natale et sort avec l'un des membres du groupe qui est Ren. Malheureusement, ce groupe va se dissoudre quand Ren aura une proposition à la capitale pour rejoindre un groupe très en vue qui est très populaire qui s'appelle Trapness. Elle va décider elle aussi bien plus tard de monter à Tokyo pour recommencer sa carrière professionnelle de chanteuse, même si on peut se demander si Ren n'est pas pour quelque chose dans ce départ. Les deux nanas, donc quand je dis nana on est bien d'accord que je parle des prénoms, vont se rencontrer totalement par hasard dans ce train pour Tokyo. Elles ne viennent même pas de la même ville, mais il s'avère que les deux villes sont sur le même trajet du train pour aller dans la capitale. Elles se retrouvent l'une à côté de l'autre et vont découvrir qu'elles partagent le même prénom, Nana, le même âge, 20 ans, et la même destination, Tokyo. Elles vont se perdre de vue à la sortie du train et vont se rencontrer à nouveau complètement par hasard en visitant un appartement. Cet appartement était destiné à une seule personne et puis pour faire des économies de tous les jours, elles vont décider en fait de se mettre en colocation et de là va débuter leur relation. Alors sur le papier, c'est deux personnages complètement différents, déjà dans leur style, dans leurs ambitions de vie, ce pourquoi elles montent à Tokyo. Et néanmoins, en fait, il va naître une amitié très intense entre ces deux personnages-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nana, ça représente aussi le chiffre 7 en japonais et c'est aussi en fait un signe de chance. Et donc la mangaka va beaucoup jouer là-dessus, donc sur le fait qu'il y a beaucoup de choses totalement par hasard en fait qui va arriver à ces deux filles, notamment leur rencontre. Et on notera aussi l'appartement qu'elles décident de louer toutes les deux qui aura le numéro 707. Alors Nana, c'est pas juste une histoire, leurs histoires d'amour. Je sais que c'est un shoujo, mais c'est aussi énormément un manga sur la musique. Vous allez suivre deux groupes de rock punk
donc Trapnest et Blast, et en fait vous allez avoir des volumes entiers consacrés à la musique. Vous allez suivre en fait la formation d'un groupe, leurs répétitions, leurs concerts, le lancement d'un CD, leur relation avec la maison de disques, leur relation avec la presse, avec leurs fans, toute la sphère du show business qui n'est pas forcément reluisante. Toutes ces choses-là en fait sont abordées dans ce manga en plus des relations amoureuses. Alors bien entendu, les relations amoureuses comptent énormément puisqu'en fait elles vont leur faire prendre des décisions assez décisives pour leur vie d'adulte. Mais ce n'est pas uniquement ça. Au niveau des autres thèmes abordés, vous avez aussi le thème de la dépendance à la drogue, la prostitution, puisqu'on a un des personnages qui se prostitue, c'est un personnage masculin, ce qui change un peu de ce qu'on pouvait trouver. Vous avez aussi l'alcoolisme, la violence, le viol domestique, donc à l'intérieur même d'un couple. Vous avez également la dépendance affective maladive envers les autres. Et vous avez tout le show business entourant ces deux groupes de musique. Donc au niveau du style, comme je vous l'ai dit, c'est un manga qui est sorti dans les années 2000. Donc si vous êtes habitué en fait aux mangas récents, c'est peut-être un style qui peut tout de suite en fait vous sauter aux yeux, puisque on pourrait penser que c'est un vieux manga, alors entre guillemets hein, puisqu'il n'a que 20 ans. Mais aujourd'hui c'est un style qui est très reconnaissable, surtout pour les fans de cette mangaka. Et c'est un style très particulier où les personnages souvent sont présentés extrêmement grands et fins avec des jambes qui ont l'air de faire 2 mètres. Et comme je vous l'ai dit, en fait elle accorde beaucoup de soins en fait aux vêtements. Donc c'est un style que moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il peut en fait vous sembler différent par rapport à ce que vous pouvez trouver aujourd'hui. Au niveau des adaptations, donc en fait ce manga a été adapté en animé en 2006 et 2007. Vous pouvez trouver les épisodes de manière très facile aujourd'hui. Donc c'est pour ça que si vous savez pas, si vous allez vous lancer dans ce manga ou vous voulez voir un peu le style, je vous conseille d'aller voir les animés, ils sont assez fidèles. Ça pourra vous donner tout de suite un aperçu de ce que réserve ce manga. Et je sais qu'il y a aussi un film qui est sorti, un premier en 2005 et un deuxième quelques années plus tard. Je sais que je n'ai pas regardé les films parce que si j'aime beaucoup le style de ce manga, et là vu que c'est des acteurs, il me manque aussi un des éléments qui fait que j'aime beaucoup Nana. Alors depuis tout à l'heure en fait je vous parle de ce manga, j'ai envie de vous le faire découvrir, de vous donner envie de lire ce manga, mais en fait j'ai oublié de vous préciser un élément important que vous devez savoir. Ce manga n'est pas terminé, il ne le sera sans doute jamais. En fait, le dernier volume est paru en 2009 et ensuite l'auteur a eu des gros problèmes de santé qui l'a conduit jusqu'à l'hospitalisation, qui fait qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas eu de suite aux 21 tomes. Alors on pourrait penser que c'est pas grave, ça suffit à lui-même, puisque ce n'est pas un manga où vous savez la fin de chaque tome se termine avec un événement et que vous avez pas d'autre choix que d'acheter le suivant. Le problème, c'est que cette série se termine comme ça, c'est-à-dire que ça se termine par un événement de fou, l'événement, je sais pas comment dire, le plus gros événement de l'entièreté de la saga, et que ça se termine comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait il y a eu beaucoup de frustration quand les gens se sont rendus compte que la suite se faisait attendre et qu'elle ne venait pas. Donc voilà, c'est un manga que j'ai envie de faire découvrir, mais maintenant sachez-le, vous n'aurez pas la fin. Et ça se termine de manière extrêmement frustrante parce que vous voulez savoir comment ça se termine. Enfin, disons, comment les personnages vont continuer leur vie. Alors après, l'auteur, depuis à peu près la moitié de la saga, nous donne en fait des scènes du futur où c'est bien des années plus tard. On retrouve les personnages, pas tous, quelques bribes comme ça. Et donc on se dit, bon, on sait au moins que ce personnage va finir comme ça, etc. Mais en fait, quand vous finissez la saga, vous vous rendez compte qu'en fait, les petits épisodes de futur donnés gentiment, c'est pas du tout ce que vous croyez, et qu'en fait, l'auteur vous a bien baladé, puisqu'en fait, on vous a fait croire à certains éléments et vous n'aviez pas l'entièreté du puzzle, et en fait, c'était pas ce que vous pensez. Donc voilà, je préfère vous l'apprendre tout de suite plutôt que vous découvriez en fait les 21 tomes et que ensuite vous cherchiez quand est-ce que va être publiée la suite. On ne sait pas, il faut se faire une raison, tant pis, c'est les seuls éléments qu'on aura pour finir cette saga, mais il n'empêche qu'elle vaut vraiment le coup et vraiment allez-y sans souci.
Au niveau des petits bonus en fait de ce manga, il faut savoir qu'en fait tous les petits termes japonais que vous trouverez dedans, il y a des astérisques qui vous renvoient à un lexique à la fin de chaque tome qui vous explique les termes, alors que ce soit des plats japonais, qui vous explique en fait de quoi est composé ce plat, référence à des fêtes japonaises, qu'est-ce qu'on y fait, quand est-ce qu'elle a lieu, et aussi à certains surnoms, qu'est-ce qu'ils signifient, aussi certains surnoms sont insultants par exemple, ce qui vous donne l'occasion en fait d'en apprendre un peu plus sur la culture japonaise, que j'ai trouvé vraiment sympa. Et comme je vous le dis, dans les 21 tomes vous avez ça, donc c'est plutôt assez sympa. Ensuite vous avez des pages bonus à la fin de chaque tome, et pour certains tomes ça va jusqu'à 50 pages bonus, donc c'est pas rien. Et dans ces pages là, en fait c'est plutôt des pages censées divertir le lecteur, donc on a des personnages qui jouent un peu avec le lecteur, qui s'adressent directement à lui. On revient par exemple sur des fautes qui ont été observées, des fautes de frappe ou quoi, qui ont été observées dans les tomes précédents. Et des fois vous avez carrément en fait des spin-offs, donc vous avez par exemple l'enfance d'un des personnages qui permet de mieux comprendre pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Et donc ça c'est vraiment intéressant en fait d'avoir un petit peu des éléments de compréhension sur certains personnages. Et ce qui était sympa, mais qu'on a retrouvé uniquement dans les premiers tomes et pas dans la suite, c'est qu'il y avait des petits clins d'œil, pas uniquement dans les pages bonus, mais dans le manga, où effectivement, des fois, on s'adresse directement à nous. Par exemple, il y a des conversations où un personnage se répète, l'autre lui répond arrête, tu vas finir par lasser le lecteur, ou des choses comme ça, comme si le personnage savait qu'ils étaient eux-mêmes dans un manga. C'était plutôt des éléments qui font sourire, mais qu'on ne retrouve plus dans les autres, dans la suite, mais qui étaient sympas à découvrir dans les premiers. Alors concernant mes propres anecdotes par rapport à Nana, il faut savoir que Nana c'est le tout premier manga que j'ai lu. J'étais au collège et j'empruntais les premiers tomes à la bibliothèque municipale, et donc c'est le premier manga avec lequel j'ai appris à lire dans l'autre sens. Et pour tous ceux qui lisent des mangas, je sais pas si vous vous rappelez comme c'est difficile la première fois que vous en lisez un. Généralement vous passez un temps fou dessus, vous relisez les mêmes planches parce que vous ne comprenez absolument rien au dialogue. Et donc ça restera en fait, je pense c'est pour ça que si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là, parce qu'en fait il y a une valeur extrêmement nostalgique associée à ce manga qui fait que pour moi il est très précieux. L'autre anecdote c'est que en fait ce n'est pas le premier manga que j'ai acheté en revanche, j'ai acheté les 20 premiers tomes, donc il y a uniquement le 21e qui est neuf d'occasion. Donc j'avais trouvé l'entièreté de la saga, donc comme j'ai dit que c'était le dernier sur le bon coin. Et je me rappelle quand la personne m'a envoyé le colis, il faut savoir que les 20 tomes étaient dans une boîte à chaussures Doc Martens, et que tous les timbres qui étaient collés dessus pour affranchir le colis avaient des messages féministes. J'ai trouvé ça mais tellement bien, c'est-à-dire qu'en fait la personne qui m'a envoyé ça était tellement en accord avec l'univers du manga. Limite je me suis dit mais pourquoi elle s'en sépare, elle a l'air tellement en fait en lien avec ça, ou alors elle a juste voulu que jusqu'au colis en fait je sois dans l'univers de Nana, et c'était vraiment quelque chose que je me rappelle. J'ai malheureusement pas gardé la boîte, mais c'est un souvenir qui sera associé à ce manga. Donc en conclusion, j'espère que je vous aurai permis de découvrir un manga. Pour les gens qui le connaissent, puisqu'il est quand même très très connu, j'espère que vous aurez apprécié la présentation que j'en ai faite. Il y a tellement plus à aborder sur Nana, notamment avec des gens qui l'ont lu, pour parler de la fin déjà, de tous les sujets, des personnages. Alors au niveau des deux nanas, moi c'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément de préférence, c'est-à-dire qu'elles avaient chacune des choses que j'aimais plus ou moins, et puis il y en a forcément une que j'ai fini par moins apprécier, parce que j'ai pas forcément été en accord avec ses choix de vie et son comportement que je trouvais de plus en plus difficile, un comportement un peu pourriaté que je ne comprenais pas et qui avait tendance à m'énerver. Après ce ne sont pas mes personnages préférés, j'ai bien évidemment un chouchou qui n'est ni la première ni la deuxième Nana, mais je pense que ça doit être un personnage chouchou de plusieurs lecteurs. C'est un manga qui est assez complet, qui peut se lire à l'adolescence, mais moi voilà, je l'ai relu pendant le confinement et je l'ai vraiment aimé. Comme je disais, c'est un manga qui date des années 2000, donc des fois vous avez des différences par rapport à notre époque qui sont assez qui sautent aux yeux maintenant, notamment sur le style des portables utilisés, c'est assez drôle. Ou moi ce qui me fait toujours rire, c'est par exemple de les voir envoyer des mails pour communiquer entre eux, par exemple de dire je rentre tard ce soir, en envoyant par mail quelque chose que nous on ne ferait pas du tout. Et il y a aussi en fait par exemple au niveau de la commercialisation des CD,
ben voilà, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur internet, et donc toute la promotion du disque en fait, elle peut être perçue comme bah ça correspond plus du tout à notre époque. Voilà, je veux dire, nous à notre époque, déjà les ventes de disques sont plus comme elles étaient avant. Et donc là c'est super intéressant en fait de découvrir en fait ce moyen de commercialisation là. Vraiment j'ai appris beaucoup sur l'univers de la musique et du disque. Après c'est toujours un peu frustrant puisqu'en fait on vous parle de deux groupes extrêmement populaires de rock et de punk. Vous avez pas la musique. Voilà, donc même quand vous lisez une scène de concert. Et pour le coup, c'est là que l'anime est très bien, puisque si jamais... J'ai mon chat qui joue avec sa boulette d'aluminium. Si en fait voilà, vous êtes assez frustré par une scène de concert, bah mettez l'animé et vous aurez la musique pour vous accompagner. Voilà, en tout cas j'espère que vraiment je vous aurai au moins intrigué sur ce manga là. Et pour les autres, rendu encore un peu plus nostalgique cette lecture. Je lis pas énormément de mangas, ceux-là ne sont pas à moi. Mais voilà, celui-là j'avais très envie de vous le présenter parce qu'il me tient comme jeu de vie particulièrement à cœur. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez qu'on discute, que ce soit un message privé ou quoi, de cette lecture ou quoi que ce soit. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Salut!